Chapitre 41. Sandra et moi n'avons jamais reparlé de cette soirée. Nous avons repris notre petite vie. Cours d'été pour moi, entretien de la maison pour elle, animation d'un stage de sciences pour Franck au YMCA. 3 personnes qui vivaient sous le même toit, chacune attendant que l'autre fasse un geste. J'avais pris l'habitude de sortir courir tous les matins au saut du lit, pour dépenser mon trop-plein d'énergie, comme disait Ali, ce qui devait m'aider à me concentrer en classe. Je sais pas si je supportais vraiment mieux le lycée, mais courir était agréable. C'était un des seuls moments où j'avais l'esprit libre, où j'avais plus ce poids sur la poitrine. Je me demandais plus ce que j'allais devenir l'année prochaine, j'entendais plus résonner le cri de ma sœur. Quand je courais, il y avait plus que mes bras qui tiraient et mon cœur qui battait. Je me concentrais sur mon souffle court, heurté, et pendant 500 mètres, 1 kilomètre, 10 kilomètres, je me sentais presque libre. Je suis rentrée tôt ce mercredi-là, j'avais battu mon record. La maison était déserte, Franck déjà parti à son stage, Sandra très certainement à l'épicerie, elle aimait y aller aux aurores. Je suis entrée dans la salle de bain en ayant déjà retiré mes vêtements puants. Une petite douche et c'était l'heure de partir en cours. J'étais dans ma chambre, j'enfilais mon t-shirt quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Sandra qui revient des courses, me suis-je dit. Shorts, chaussettes, tennis. J'ai ouvert ma porte et là, je les ai entendus. Sandra parlait à voix basse avec quelqu'un qui répondait d'une voix encore plus grave. J'ai su aussitôt qu'elle était en conversation avec son père. Il avait une voix d'outre-tombe, encore plus faiblarde et fluette que la fois où il avait rencontré Franck. Quand bien même j'aurais pas été convaincue qu'il était mourant ce jour-là, maintenant j'en étais certain. J'ai avancé à pas de loup vers le séjour car la voix de l'homme était trop gutturale pour porter. Je me suis accroupie tout au bout du couloir d'où je pouvais les épier. Le père de Sandra, qui portait encore son trench coat beige malgré la chaleur qu'il faisait à l'extérieur, s'effondra dans un fauteuil relax. Debout face à lui, Sandra serrait ses bras croisés autour de sa taille. Je voyais pas son visage, mais je devinais à sa posture qu'elle était tendue. 2, 3 choses, dit l'homme d'une voix sifflante. Plus beaucoup de temps. Il faut que tu saches. Il fut pris d'une toux, grasse, mouillée. On aurait dit un homme qui se noyait du liquide dans les poumons. Sandra ne fit pas un geste. Elle ne lui offrit pas d'eau ni rien. Elle se contenta d'attendre. Doug. Tu te souviens de Doug? Un type intelligent. Il va reprendre l'affaire. Sandra ne dit rien. Je pourrais m'arranger que tu aies un siège au conseil d'administration. Non. Une vraie entreprise. Irène. Ne m'appelle pas comme ça. Une vraie entreprise. Maintenant. Elle le regardait de marbre. Tu es ma famille. Elle garda le silence. On veut toujours servir sa famille. Toujours rien. Ton fils. Le vieil homme changea d'angle d'attaque. Un garçon brillant. Une quinte de tout. Il ira loin dans la vie. Je lui ai offert un poste. Fiche-lui la paix. Pas vraiment à toi de décider. Le vieil homme sourit. Une vision d'horreur. Une large bouche béante, des joues creusées. On aurait dit un cadavre animé qui souriait à pleines dents. Je baissai les yeux vers la moquette. Fiche-lui la paix, ordonna de nouveau Sandra. Sinon, quoi? Tu vas me tuer. Sandra se raidit. De mon poste d'observation, je la voyais frémir de colère. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-elle froidement. Dis-le, qu'on en finisse. Ta mère, dit-il, et pour la première fois je vis Sandra broncher. Je l'ai portée en terre. Personne aux funérailles. Même pas sa fille, pour un dernier hommage. Quoi, maman? Je serai enterré à côté d'elle. Comme ça, si tu veux la voir, il faudra me voir aussi.
obligé. Faudra venir nous voir tous les deux. Tu honoreras tes parents. T'as toujours été un connard manipulateur. Le vieillard rit. Ou du moins il essaya, mais cela se solda par une nouvelle quinte de tout grasse, pénible. Quand elle s'arrêta enfin, le silence se fit dans la pièce. « Je ne te déteste pas, » reprit-il au bout d'un moment, l'air songeur. Sandra ne répondit pas. « Je t'admire, même. Tu as tué un homme. J'ai su. Ton premier. » Il hocha lentement la tête. « Ma fille, je t'ai tout appris. » Sandra, que je voyais de dos, frissonna. J'arrivais pas à savoir si elle était d'accord avec lui ou horrifiée. « Ta mère, trop faible, trop malade pour un deuxième enfant. Je voulais un garçon. J'ai dû me contenter de toi. Mais toi, tu m'as eu jusqu'au trognon. Un garçon m'aurait trahi en face, renversé, remplacé. Toi. » Le vieil homme hocha la tête, perdu dans ses pensées. « Tu as joué une partie au long cours. Jamais vu personne d'aussi fort. » Sandra n'ouvrit pas la bouche. Elle semblait connaître la suite. « Mais tous les jeux ont une fin. » Il leva les yeux vers sa fille, des yeux chassieux. « Quand je mourrai, d'autres sont au courant, Sandra. Doug sait. Le comte, notre petit secret, il a été rendu public. Ce n'est plus un jeu. Plus notre petit secret. Prends cet argent. Vas-y. Vide le compte. Je m'en fous. Ça ne me fera plus rien. Mais fais-le avant que d'autres aient à en souffrir. Je souffre déjà, moi. Doug va vouloir le fric. Pour lui, cet argent va avec l'entreprise. Il n'a qu'à le prendre. Ne fais pas l'idiote. Pour la première fois, il montrait les crocs, se rebiffait. C'est pas comme ça que je t'ai élevé. C'est sûr. Tu m'as élevée pour que je devienne violente, cupide et cruelle. Eh bien, manque de bol, je n'en ai rien à faire de ton fric. Je me souviens même plus de ce mot de passe à la con. Si tu veux le donner à Doug, vire-lui tout. C'est pas moi qui t'en empêche. Ton fils. Les scénarios en dehors de ça. Tu crois que les enfants font toujours ce que veulent leurs parents? Cette conversation a assez duré, dit Sandra en faisant volte-face. Attends, Irène, ne m'appelle pas comme ça. J'essaie de me racheter. Est-ce qu'un vieil homme n'a pas le droit au repentir? Mais Sandra persistait à lui tourner le dos. Une minute s'est écoulée avec lenteur. Le vieil homme a encore poussé un long soupir de mauvais augure. Puis, il s'est levé en tremblant, s'appuyant lourdement sur sa canne. Sandra n'a pas esquissé un geste pour l'aider. Je me suis avisée avec retard qu'ils allaient traverser la cuisine vers la porte d'entrée. J'ai battu en retraite dans ma chambre, puis j'ai eu une fulgurance. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai ouvert ma fenêtre sans bruit et je suis sortie par là. J'ai couru droit devant moi en me disant que je pourrais me planquer derrière le massif de rhododendrons avant que le père de Sandra ait fini son laborieux trajet. J'étais en train de tourner au coin de la maison en levant mon téléphone pour prendre quelques photos quand je suis tombée en plein sur Franck, également accroupi derrière les rhododendrons, son téléphone à la main pour la même raison. « Chut !» m'a-t-il dit alors que je me jetais par terre à côté de lui. La porte d'entrée s'ouvrait justement. Nous ne disions plus rien. Nous nous contentions de mitrailler. Une branche m'empêchait de voir le perron. Je suis passé rapidement de l'autre côté de Franck et j'ai retrouvé le vieux qui descendait précautionneusement le perron, s'arrêtait devant le garage. Clic, clic, clic. Pas de chauffeur. Ça m'a surpris. Dans les films, le parrain a toujours un chauffeur, des gardes du corps, des sous-fifres. Mais le père de Sandra s'est péniblement installé tout seul dans sa Cadillac noire. Puis il est resté là un long moment, sans doute pour reprendre son souffle. Un homme qui se noyait dans ses sécrétions. Je l'avais entendu quand il parlait. Il mentait pas.
Quiconque avait cette voix-là ne restait pas longtemps ici-bas. Sandra est restée sur le perron, sans bouger, jusqu'à ce qu'enfin son père démarre, passe la marche arrière et s'éloigne dans l'allée. Au dernier moment, j'ai cru l'avoir levé la main. J'ai cru, en zoomant sur mon téléphone, voir des sillons humides sur ses joues. L'ultime adieu d'une fille à son père. Puis elle a tourné les talons, est rentrée dans la maison et a fermé la porte. Franck et moi étions assis côte à côte par terre. J'ai pas pu m'empêcher de lui demander « T'as entendu ?» L'essentiel. C'est quoi tout cet argent dont il parle? Aucune importance, Telly. Il a parlé de Henry. Ne t'en fais pas pour ça. Henry est un garçon intelligent. Il sait où est sa vraie famille. Le vieux va vraiment mourir? Oui. Et elle s'en fiche pour de vrai? Non, son père l'a toujours sous-estimé. Elle avait prévu que ce jour arriverait même quand lui n'y pensait pas. Quant à l'argent et à tout le reste... Franck s'est tourné vers moi et m'a décoché un sourire. Sandra a déjà fait le nécessaire. Il sera le dindon de la farce. Même mort. Le dindon de la farce. J'ai attendu le départ de la police et je suis retournée chez Franck et Sandra pour reprendre mon guet sur le toit. J'avais nulle part ailleurs où aller. De toute façon, je pouvais pas partir bien loin à pied, surtout que j'avais déjà je sais combien de kilomètres dans les pattes. Et quelque chose me disait que la nuit n'était pas encore terminée. De fait, environ 1 heure plus tard, une paire de phares s'est profilée sur la route et s'est arrêtée à 3 maisons de chez nous. Le conducteur a tout coupé. J'ai attendu à plat ventre à côté de la cheminée, le doigt sur la détente. Un individu est apparu au bout de l'allée. Il se déplaçait avec raideur. J'ai cherché à distinguer s'il avait un fusil, mais dans l'obscurité, je voyais rien. J'ai attendu qu'il soit presque à la porte. Et j'ai dit qu'un seul mot. Henry. Chapitre 42. À 3 heures du matin dans la touffeur de cette nuit d'été, le motel de Henry était plus animé que Chéline l'aurait souhaité. Des clients traînaient devant leur chambre, installés sur des pliants avec des bières qu'ils planquèrent discrètement derrière eux en voyant arriver le shérif. La voiture de son premier adjoint était déjà là. Shelley avait pris Quincy dans son véhicule. Roy suivait dans le sien. Un gros contingent pour interroger un seul homme. Comme toujours, Shelley sentait l'adrénaline circuler dans ses veines. Elle ressentait aussi le grand calme qui allait de pair. Elle était le shérif. C'était sa ville, ses administrés. Rien qu'elle ne soit capable de gérer. Elle se gara devant la réception. Ni gyrophare ni sirène. La journée avait déjà été mouvementée et Shelley voulait mener cette nouvelle opération de manière aussi feutrée et maîtrisée que possible. D'autant que Henry Duval, indépendamment des soupçons qu'il nourrissait à son égard, sortait aussi d'une longue journée éprouvante. D'après l'expérience de Shelley, les gens fatigués et stressés peuvent très vite devenir imprévisibles. À supposer que Henry soit armé, et c'était bien leur hypothèse, il était encore plus impératif d'agir vite et bien. Frapper à la porte. Le menotter avant qu'il ait eu le temps de dire ouf. L'embarquer pour une audition plus poussée pendant que Roy et Quincy fouilleraient la chambre. Shelley prit son chapeau, l'enfonça sur son crâne. La dernière pièce de son uniforme était en place. Quincy et elle descendirent de voiture. Shelley entra la première dans la réception. Son adjoint s'y trouvait déjà et posait toutes les bonnes questions. Non, le veilleur de nuit n'avait pas vu Henry quitter sa chambre. Et d'après le registre des véhicules, son RAV4 gris métallisé se trouvait encore sur le parking. Parfait. Shelley ressortit, et là Quincy et Roy. Henry doit être dans sa chambre. Inutile de faire plus de remous que nécessaire. On va y aller, Quincy et moi. On va frapper à sa porte, dire qu'on a du nouveau au sujet de ses parents. Il a déjà répondu 1 fois à nos questions aujourd'hui, donc on peut espérer que notre retour n'éveillera pas ses soupçons. Une fois qu'il aura ouvert, je le mettrai en garde à vue. Vous, dit-elle en s'adressant à Quincy, ouvrez l'œil au cas où il aurait un pistolet. On a eu assez de drames comme ça pour aujourd'hui. Roy alla se poster à un endroit stratégique à l'autre bout du parking, derrière une voiture d'où il aurait la porte de la chambre en ligne de mire sans que Henry puisse le voir. Pendant ce temps-là, l'adjoint alla voir le groupe de buveurs le plus proche et leur enjoignit tout bas de regagner leur chambre.
Ils ramassèrent leur bière sans se faire prier. Voilà. Le moment était venu de se jeter à l'eau. De nouveau, cet étrange cocktail d'adrénaline et de calme profond. Quincy hocha la tête. Ils approchèrent. La chambre était plongée dans le noir. En pleine nuit, rien de surprenant. Si leurs hypothèses étaient exactes et que Henry avait commencé sa journée en découvrant les cadavres de ses parents avant de se faire lui-même justice, il avait à coup sûr besoin de recharger ses batteries. Shelley se plaça de face au milieu de la porte, en femme qui n'avait rien à craindre. Quincy était légèrement décalé sur le côté. Il fallait qu'il prenne garde à ne pas se trouver dans la ligne de visée de Roy. Shelley frappa à grands coups à la porte. « Henry Duval !» appela-t-elle d'une voix forte. « Sheriff Atkins, navré de vous déranger, mais nous avons du nouveau sur vos parents. J'ai pensé que vous aimeriez être tenu au courant. » Rien. Elle frappa de nouveau. Avec autorité, se plut-elle à penser. Rien. Elle lança un regard vers Quincy qui semblait contrarié. Lentement, il s'écarta pour jeter un œil par la fenêtre. Les rideaux n'étaient qu'à moitié tirés. Il se plaça juste en face de l'ouverture, mais c'était peine perdue. « Trop noir !» articula-t-il sans bruit. Au tour de Shelley de faire la grimace. « Henry Duval !» répéta-t-elle. « C'est le shérif Atkins. Ouvrez! Il faut qu'on se parle, c'est urgent !» Puis, les secondes se changeant en minutes, « Qu'on aille me chercher la clé !» murmura-t-elle à Quincy qui fit signe à l'adjoint. Celui-ci revint bientôt au petit trou, le passe-partout du veilleur à la main. « Henry !» essaya-t-elle une dernière fois. « C'est le shérif Atkins. Je vais entrer, d'accord? Il faut qu'on se parle. Il s'agit de vos parents. » Elle enfonça la clé dans la serrure et sentit Quincy se tendre légèrement à côté d'elle, même si sa respiration resta lente et régulière. Elle se concentra sur cette idée en tournant la clé, en sentant le pêne se rétracter. Elle se décala alors sur le côté pour être au moins en partie protégée par la porte, qu'elle ouvrit en douceur. « Henry ?» lança-t-elle à nouveau d'une voix plus retenue, explorant la pièce du regard. Mais avant même d'allumer la lampe, elle sut que la chambre était vide. Elle sonnait creux. Ce qui n'avait pas beaucoup de sens, étant donné que la voiture de leur suspect était encore sur le parking et son sac à côté du lit. « Shelley !» dit tout bas Quincy. Alors elle aperçut des taches, discrètes, se confondant avec le motif marbré du dessus de lit. Du sang. Même si elles étaient difficiles à voir, un pas de plus et l'odeur la prit au nez. « Telly est arrivé avant nous, » murmura-t-elle. Dans ce cas, où est le corps? Ils fouillèrent toute la pièce, mais sans trouver la réponse. Chapitre 43. À la seconde où j'ai prononcé le nom de Henry, il a relevé la tête et son visage a été un bref instant illuminé par le clair de lune. Vêtu d'un short et d'un t-shirt, il avait l'air presque aussi exténué que moi. En outre, il se tenait bizarrement de côté, la main droite plaquée sur son flanc gauche, où se trouvait une tache sombre. « Telly, sale fils de pute !» Henry m'avait jamais aimé. Je cherchais toujours à voir s'il était armé, mais il semblait avoir les deux mains vides. Alors pourquoi était-il revenu à la maison? À moi, bien sûr. « C'est pas moi qui les ai tués, » ai-je lancé. « Ben voyons. »« C'est pas moi qui les ai tués !» J'ai hurlé ces mots. Du moins, j'ai essayé. Mais je crois bien que ma voix était étranglée par les sanglots. Frank et Sandra. Sandra et Frank. Mes premières vraies figures parentales. Ça aurait marché. Je sais que ça aurait marché. Mais maintenant... Henry était encore là qui montrait les dents. Du coup, je nous ai facilité la vie. Je me suis redressé de toute ma hauteur. Je lui ai fourni une cible bien visible au cas où il aurait eu un pistolet caché au creux des reins. Pourquoi pas? Et j'ai dit, je connais le secret de ta mère. J'étais là quand elle a rencontré ton grand-père. Je sais ce qui se passe. Il n'a pas répondu, mais n'a rien attrapé non plus dans son dos. Au contraire, il s'est tenu le côté plus fortement, en vacillant un peu sur ses jambes. T'es passé dans leur camp? Lui ai-je demandé. Tu fais partie de cette autre famille maintenant? Jamais je n'aurais... Tu l'as trahi!
Ton grand-père l'a dit à ta mère. J'étais là, dans la maison, quand elle a essayé de la prévenir. Qu'est-ce que t'as foutu, Henry? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais rencontré le vieux. C'est toi qui l'as fait. C'est toi, le seul responsable. C'était maintenant Henry qui m'engueulait, mais je marchais pas. Tu voulais ramasser l'argent? Quel argent? Mais de quoi tu parles, Telly? Est-ce que t'as ce qu'il cherche? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Ma mère! J'y comprends rien. Ma mère! La voix de Henry s'est brisée. Il a baissé la tête, s'est brutalement affaissé contre un poteau du porche. Il avait l'air en colère, mais aussi sincèrement perdu. Il y a eu un mouvement fugitif à la limite de mon champ de vision. Et alors j'ai compris. Tout s'est éclairé. Henry n'était pas seul. Là, au bout de l'allée, se tenait un autre homme. À cette distance, j'ai eu la vision fugace d'un type corpulent équipé de lunettes de vision nocturne. Il a levé son fusil. Dernier regard sur Henry, la main crispée sur ses côtes. Il avait pris une balle, étais-je en train de comprendre. Il avait été blessé par cet homme qui devait être celui de la station EZ Gaz. Celui qui m'avait donné le pistolet ensanglanté et qui avait mis toute cette affaire en branle. C'était lui, ma cible, lui que j'avais désespérément cherché. Sauf que maintenant, j'étais debout sur le toit, totalement vulnérable. Le chasseur était devenu gibier. L'homme regarda droit vers moi et appuya sur la détente. Touché. Chapitre 44. Vers 3 heures du matin, Rainey vit que Charla avait du mal à tenir le coup. Assise à la table de réunion, la jeune fille luttait vaillamment en tournant une bouteille d'eau entre ses mains. Luca était déjà endormi à ses pieds. Le gros chien s'étirait dans son sommeil comme en plein rêve délicieux. La 3e fois où Rainey surprit Charla à piquer du nez, sa décision fut prise. « Viens », dit-elle en se levant. « Ce n'est pas pour rien que Shelly a un gros fauteuil relax dans son bureau. »« Ça va », marmonna Charla. « Tu dors debout. Si ta tête tombe plus bas, tu vas t'assommer. Et puis on a le droit de dormir pendant une enquête. Regarde l'autre. » Rainey montrait le pisteur qui pionçait dans un coin de la salle de réunion, le chapeau sur le visage, la tête sur son sac. « Quincy, » bredouilla Charla. « Il sera de retour d'une minute à l'autre. Ensuite, il y aura une audition officielle et des tonnes de paperasse à remplir. Rien que tu puisses faire, de toute façon. Autant que tu dormes un peu. Comme ça, demain matin, tu pourras être le seul membre de la famille encore lucide, parce que Dieu sait que Quincy et moi, nous ne le serons plus. » « Telly, ce qui doit arriver arrivera, » l'encouragea gentiment Rainey. « Il n'y a rien que tu puisses faire pour lui cette nuit. » Elle voyait bien que Charla n'était pas franchement convaincue, mais sur un dernier geste de sa main, la jeune fille se leva à contre-cœur. Luca se réveilla instantanément et ne quitta pas Charla d'une semelle lorsqu'elle prit son sac à dos et suivit Rainey dans le bureau du shérif. En tant que grosse légume, Shelly Atkins était l'heureuse titulaire du fameux bureau d'angle. Il n'était pas immense mais disposait bel et bien de fenêtres qui donnaient sur les parkings à l'arrière et sur le côté du bâtiment. Mieux encore, on y trouvait un vieux fauteuil relax gris. Tout droit sorti des années 1990, avec son coin usé et ses fines rayures mauves, c'était leur meilleur espoir de voler quelques heures de sommeil. Charla ne se donna même pas la peine d'incliner le dossier. Elle se recroquevilla sur le siège élimé et s'endormit en quelques secondes, la tête sur la coudoir. Luca s'écroula au pied du fauteuil. Un seul soupir et il s'éteignit aussi comme une bougie. Rainey s'attarda un instant, caressa les cheveux en bataille de sa fille. S'émerveilla de ses traits paisibles, même dans un moment pareil. Elles avaient encore tant de choses à se dire, de difficultés présentes à résoudre, de difficultés passées à démêler. Mais elle aimait cet enfant, d'un amour dont elle connaissait l'existence par ouï-dire, mais que même lorsqu'ils avaient accepté de devenir famille d'accueil, elle n'avait pas été certaine d'éprouver un jour. Charla leur était arrivée tout en angle aigu, silence pesant et méfiance têtue, déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour les dégoûter d'elle. Au contraire, quand Rainey regardait Charla, elle se voyait 30 ans plus tôt. Était-ce de l'amour ou de l'égocentrisme? Rainey l'ignorait, mais plus Charla essayait de les repousser,
plus elle était déterminée à la garder auprès d'eux. Elle devinait la fillette qui se cachait sous ses dehors. Elle la connaissait. Elle-même était passée par là. Un jour, Quincy et elle se le disaient souvent, Charla serait une jeune femme remarquable, en espérant qu'ils seraient tous encore en vie pour le voir. Rainey coinça une mèche de cheveux bruns derrière l'oreille de sa fille. Elle embrassa 2 doigts de sa main et les posa sur la joue de Charla. Puis elle lui souhaita de faire de beaux rêves, même si pour toutes les deux ce n'était jamais gagné d'avance. Ensuite elle retourna dans la salle de réunion. Elle avait encore du pain sur la planche et ne voulait pas déranger sa fille dans son sommeil. Elle se repencha sur les photos des scènes de crime. La maison des Duval, la station EZ Gaz. Que savait-il avec certitude et qu'est-ce qui leur avait échappé? Le téléphone sonna. 1 fois. Le sien? Celui de quelqu'un d'autre? Elle avait dû s'assoupir. Groggy, elle alla au bout du couloir pour voir comment allait sa fille. Mais Charla, Luca, le sac à dos. Le bureau du shérif Atkins était vide. Charla avait disparu. Chapitre 45. À la première sonnerie de mon téléphone, je suis désorientée. Debout là-dedans, on va être en retard à l'école. J'attrape maladroitement mon sac, ma main rencontrant d'abord la tête de Luca avant de trouver la lanière, puis je le hisse sur le fauteuil où je me trouve. Encore un carillon. La sonnerie par défaut, pas une des chansons personnalisées pour Rainey ou Quincy. Ça aurait été le seul avertissement avant que je sorte mon téléphone, que je réponde, et que j'entende la voix d'un inconnu me dire « Si tu veux revoir ton frère en vie, tu m'apporteras ce qu'il a mis dans ton sac, tout de suite. » Je me fige, incapable de respirer, incapable de parler. Je reste assise sans un bruit, sans un mouvement, dans le noir. Devant moi, Luca pousse un gémissement sourd. « Si tu viens avec le chien, je le descends, » dit l'homme. « Qui êtes-vous » J'ai pas pu me retenir de poser cette question idiote. Aucune chance qu'il me réponde, mais j'arrive pas à faire marcher mes neurones. Mon frère est en danger de mort et je suis devenue débile. L'homme se marre. « Tout de suite, » répète-t-il. « Attendez, il faut que je dise quelque chose, que je réagisse, que je raisonne comme un profileur. Que ferait Quincy ou Rainey? Comment est-ce que... Une preuve de vie. La preuve que vous détenez Telly, qu'il est vivant. Il me la faut. » Un bruit étouffé. Peut-être le mouvement du téléphone à l'autre bout du fil, puis une voix que je reconnais. « Ne le fais pas, » dit Telly. Il a l'air tendu. Stressé ou blessé. « Rends-moi ça !» ordonne l'homme d'une voix dure derrière lui. « Tout de suite !»« Souviens-toi de maman !» murmure Telly. Puis il quitte le téléphone et je retrouve un interlocuteur qui ne m'inspire guère de sympathie. « Henry Duval ?» essayai-je après un petit effort de réflexion. Même si je me représentais Henry comme un jeune homme et que cette voix me paraît plutôt celle d'un homme âgé. « Est-ce que c'est après lui que court la police ?» Petit rire. « Heureux de constater que mes efforts ont payé. Mais non, Henry est un peu occupé en ce moment, à se vider de son sang. Ça ne l'a pas empêché de me conduire chez ses parents droit dans les bras de ton frère. J'ai dû le plomber un peu, lui aussi. Ah, les jeunes, ça passe sa vie à flinguer les méchants dans les jeux vidéo, et le jour où ça compte dans la vraie vie, ça hésite. Bon, d'après ton frère, tu as ce que je veux et tu vas me le remettre avant qu'il y ait d'autres victimes. » « Je sais pas conduire, » dis-je, parce que franchement, c'est la seule idée qui me traverse l'esprit. Je me demande pas si je vais aller voir cette personne ou si je vais lui livrer le secret de Telly, mais comment je vais le faire? « Ton frère dit que tu connais la bibliothèque. »« Oui. »« À pied, c'est pas très loin du bureau du shérif. Sois-y dans 20 minutes. »« Mais... » « 20 minutes. » Ça coupe. Fin de la conversation. Je me retrouve de nouveau seule dans le noir. « Luca !» dis-je dans un souffle. Il gémit, me lèche le visage. « Luca !» Alors je referme mes bras autour de son cou et je le serre tout contre moi, parce que je vais avoir besoin de sa force et de son entraînement pour la suite des opérations. Telly a trafiqué quelque chose avec mon sac à dos dans les bois.
Il s'est pas contenté d'en sortir une bouteille d'eau, il y a ajouté un objet. Je l'ai su tout de suite. J'ai senti que le sac était plus lourd. Et Telly savait que je savais. Mais j'ai pas posé de questions parce qu'il y avait des choses que j'avais pas envie de savoir. Et ensuite, avec Rainy qui me tenait à l'œil, j'ai pas eu l'occasion d'inspecter mon sac et d'affronter l'évidence. J'ouvre le grand compartiment de mon sac. Et je considère le lourd objet métallique que je m'attendais justement à y trouver. Un pistolet. Celui, j'imagine, qui a servi à tuer les victimes de la station-service. Et que mon frère a ensuite caché dans mon sac à dos parce qu'il pouvait pas se permettre qu'on le retrouve sur lui. Et maintenant, l'homme qui m'a appelé veut le récupérer? Je comprends pas. D'abord, qui est ce type? Surtout si c'est pas Henry Duval. Et pourquoi veut-il récupérer son arme? Je pars à la pêche avec un crayon. Je le passe dans la boucle qui protège la détente, comme je l'ai vu faire dans les séries policières, et avec beaucoup de précaution, je sors l'arme de mon sac, en gardant un œil sur la porte ouverte et en priant pour que Rainy n'arrive pas pendant que j'examine ma trouvaille. Je suis pas surprise et cependant... Pourquoi l'autre aurait-il pris mon frère en otage pour récupérer ce pistolet? Il peut pas être la clé donnant accès à 20 millions de dollars. Et d'un seul coup, je comprends. À quel point j'ai été bête. Telly avait besoin de se débarrasser de l'arme, d'accord. Mais il s'en est aussi servi pour faire diversion, son poids évident servant à masquer l'objet qu'il avait réellement besoin de cacher. Il s'attendait sans doute à ce que je le trouve, peut-être même à ce que je le remette à mes policiers de parents. Mais j'étais trop occupée à souffrir du rejet de mon frère pour regarder ce qu'il avait mis dans mon sac. Je regarde une nouvelle fois dans le grand compartiment. Sous la bouteille d'eau à moitié vide et les emballages de barres de céréales, je découvre ce que j'aurais dû voir il y a des heures. Un objet petit, inoffensif qui, pour le coup, est certainement la clé donnant accès à des dizaines de millions de dollars. Ça me prend encore 5 minutes. Je me déplace à pas de loup dans le bureau du shérif, allume son ordinateur, fais enfin ce que j'aurais dû faire il y a belle lurette. Mais si je suis lente, je ne suis pas totalement idiote. Je sais lire un écran d'ordinateur. Et je comprends maintenant à quel point mon frère est en danger. L'auteur de l'appel mystère est rusé. La bibliothèque est un bon lieu de rendez-vous. Elle se trouve seulement à 5 ou 6 rues. Elle est déserte à 7 heures de la nuit. Et le parking est entouré de buissons et d'arbres suffisamment fournis pour dissimuler une entrevue secrète. J'imagine que c'est un bon point. Mieux vaudrait que nous ne soyons pas dérangés. Ça risquerait de pousser l'individu à nous tuer, Telly et moi. Mais peut-être qu'il va le faire de toute façon. Je ne connais pas l'identité de cet homme et je sais encore moins ce dont il est capable. Je vais y aller. Est-ce que ça fait de moi une imbécile? Ou bien les événements à venir sont-ils tout simplement inéluctables? Mon père, le visage écarlate, les yeux exorbités, qui nous pourchassait tous les deux avec un couteau ensanglanté. À 8 ans de distance, nous sommes revenus à la case départ. Un autre fou. Une autre nuit où nous jouons notre vie. Souviens-toi de maman, m'a dit Telly. C'est ce que je fais. J'attire Luca à moi. Je murmure à son oreille, bricole son collier. Ensuite, je glisse cet affreux pistolet au creux de mes reins. Coincé dans la ceinture de mon short, j'enfile mon sac à dos et je descends les escaliers sur la pointe des pieds. Luca a ses instructions, j'ai les miennes. Bibliothèque, à nous deux. La nervosité me gagne alors que je suis à moins d'1 rue de ma destination. La bibliothèque de Bakersville est un bâtiment sur 2 niveaux avec un hall spacieux et une espèce de clocher. Cette tour a vraiment de l'allure, mais je m'avise à l'instant que c'est l'endroit idéal où se poster avec une carabine longue distance. Peut-être l'individu mystère m'a-t-il déjà dans le viseur. Qu'est-ce qui l'empêche de tirer puis de me dépouiller de mon sac? Je sais pas, je suis anxieuse, j'ai peur et je suis vulnérable. Luca me manque, lui qui trottine toujours à mes côtés. En même temps, je suis contente qu'il soit pas là avec moi parce que si ce type est réellement en train de m'observer depuis la tour de l'horloge, j'aurais pas supporté que Luca soit blessé. De toute façon, il peut pas être présent pour ce dénouement. Il y a 8 ans, Telly et moi n'avions pas d'animal de compagnie. Je ralentis le pas lorsque j'arrive au coin, face au parking de la bibliothèque. Je tends l'oreille, guettant je ne sais quoi, n'importe quoi. Les rues sont désertes. Droit devant, un feu de circulation passe du rouge au vert sans spectateurs. Bakersville n'est déjà pas très animé le jour, alors la nuit. Pendant que je traverse, j'ai une inspiration. Je retire mon sac à dos et je l'accroche sur mon ventre.
Comme ça, mon torse est protégé par un bouclier improvisé. S'il tire dans le sac, il risque d'endommager le secret de Telly. J'aimerais me sentir génial, mais en définitive, je suis surtout en train d'obliger un type que je ne connais pas à viser ma tête. Je suis pratiquement certaine que Rainey et Quincy auraient trouvé un meilleur plan, mais pour l'instant, c'est ce que je peux faire de mieux. Le parking. Je ralentis à l'approche de l'entrée. Il y a des réverbères normalement, du moins dans mon souvenir. Mais soit il a trafiqué les ampoules, soit elles s'éteignent automatiquement la nuit, parce qu'à l'heure qu'il est, le parking est totalement plongé dans le noir. Je scrute les lieux. Mes yeux s'accoutument déjà à l'obscurité, mais je vois rien. Une fois de plus, je lève les yeux. Examine le toit, le clocher. Souviens-toi de maman, a dit Telly. Compte sur moi. Mais je regrette de ne pas pouvoir revenir en arrière un instant. Prendre Rainey dans mes bras et lui dire que je suis désolée. Droit devant, nous disions. Je passe entre les arbres, traverse les haies qui bordent le parking. Je suis venue, conformément aux instructions. La suite des opérations ne dépend pas de moi, mais je veux pas être une cible plus facile que je ne le suis déjà. Et alors que j'approche des portes de la bibliothèque... Stop! La voix de l'homme, derrière moi. Je me retourne et je distingue la forme d'une voiture dans le coin au fond du parking. Peut-être un homme à côté, difficile à dire d'aussi loin. Pose le sac à dos. Je ne bouge pas. Pose-le et tire-toi, sinon je vous descends tous les deux, ton frère et toi. Je ne bouge toujours pas. Il a vraiment une voix de vieux, mais qui est-ce? Tu m'as entendu? Je veux le voir. Je ferai rien avant de l'avoir vu. Silence. À mon tour de me demander s'il m'a entendu. J'ai le dos trempé de sueur et les épaules secouées de sursaut. Écoute, petite. Il y a une bouche d'égout ici. Les eaux se jettent probablement dans l'océan. J'en suis pas sûre, mais on est si près de la côte. Qu'en pensez-vous? Je brandis un petit objet métallique. Je sais pas s'il peut le voir dans le noir, mais je m'en fiche. Montrez-moi mon frère ou je balance ça dans les égouts. Espèce de petite salope! Montrez-moi mon frère! Un soupir. Je reconnais ce ton. Encore un adulte que je mécontente. Si j'étais pas aussi terrorisée, je serais fière de moi. Un bruit de portière qu'on ouvre. Puis... Charla! Telly. Il a une très mauvaise voix. Il est blessé, je pense. Ce type a blessé mon frère. Tu vas bien? Demandai-je doucement. Ça peut aller. Je le crois pas une seconde. Et Henry? J'essaie toujours de comprendre. Approche! M'ordonne l'homme en interrompant notre conversation. Non. Alors je vais tirer, et ça partira dans les égouts. À mon tour de l'interrompre d'une voix tout aussi hostile. Tirez sur mon frère ou sur moi, faites un pas à droite ou à gauche, et ça part dans les égouts. La clé qui donne accès à 20 millions de dollars, pas vrai? Il s'agit bien de ça? 20 millions de dollars. Un paquet d'argent. Ce serait dommage de le laisser échapper maintenant. L'autre ne répond pas. C'est inutile. Je sens d'ici sa colère et sa frustration. Vous allez apprendre ce que c'est qu'un trouble oppositionnel avec provocation, et j'ai envie de lui dire. Si ça vous met en rogne à ce point, imaginez ce que ce doit être pour mes pauvres parents qui doivent affronter ça tous les jours. Tu ne sais pas, c'est une clé USB, le coupai-je. Je sais ce que c'est qu'une clé USB. Je sais comment la brancher sur un ordinateur et la lire. Sandra Duval a transféré l'argent, pas vrai? Elle a sorti les 20 millions du compte en banque de son père et elle s'en est servie pour créer une fondation. La fondation Isabelle R. Gemetti. C'était le nom de sa mère? Elle va se servir de cet argent pour venir en aide à d'autres femmes comme sa mère. Ce serait toute l'ironie de l'histoire, non? Et je m'y connais en ironie. Tout comme je m'y connais en bouche d'égout. Un râle enroué. Telly, je crois. Il rit. Est-ce qu'il est fier de moi? J'espère, parce que je sais pas très bien comment enchaîner. Où est Henry? Demandai-je. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À la maison, dit Telly d'une voix rauque. Chez les Duval. Il a pris une balle. Ta gueule, dit l'homme. Cet argent est à moi. Je me fous de savoir sur quel compte il se trouve et à quel nom. Il est à moi et je vais le reprendre. Envoyez-moi mon frère.
Non! Je ne m'éloignerai pas de cette bouche d'égout. Si vous voulez votre clé USB, venez la chercher. L'homme ne bouge pas. Il n'arrive pas à se décider. Il pèse le pour et le contre. Je suis contente que le parking soit sombre et désert. À présent, ma main tremble de manière incontrôlable. Je ne sais pas quoi faire ensuite. La bouche d'égout est mon seul moyen de chantage. Si je m'en éloigne, je suis morte, donc je bouge pas. Mais bon, s'il s'approche, qu'est-ce que je fais? Telly s'enfuira en rampant pendant que le vieux aura le dos tourné. L'autre me prendra la clé USB, me descendra et ensuite il retrouvera Telly pour le tuer à son tour. Telly ne m'abandonnera pas. Nous sommes solidaires sur ce coup-là, comme il y a 8 ans. Souviens-toi de maman, il a dit. Mon dos est trempé de sueur, mes épaules secouées de sursaut. L'homme s'avance vers moi. À pas ferme et régulier. Il sort de l'ombre. De plus en plus proche, jusqu'au moment où je découvre le fusil entre ses mains. Il fait trop sombre, mais je serais prête à parier qu'il y a un grain de beauté au-dessus de son poignet blême. C'est vous le tueur de la station-service, lâchai-je. Je reconnais toujours pas ce type. Il est vieux, c'est sûr. Il a de la bedaine, des bretelles tiennent son jean sans forme. Mais même à cette distance, je sens l'intensité de son regard. Un ancien associé du père de Sandra Duval, j'imagine. Le genre de type que les scrupules n'étouffaient pas à l'époque, et qui, à en juger par le carnage de ces dernières heures, se souvient parfaitement comment on tire. « Ton père est le profileur du FBI », dit-il d'une voix rauque. Il est à 5 mètres de moi maintenant et il avance régulièrement. Je laisse retomber mon bras. Je veux pas qu'il voie ce que j'ai à la main, pas encore. Donc la police est au courant pour l'argent. Vous avez tué Richie Peirce, dis-je en faisant de mon mieux pour avoir l'air sûr de moi. Après qu'il a tué les Duval. Vous vouliez garder l'argent pour vous. La police n'a pas chômé. Mais quand vous avez voulu accéder au compte, l'argent n'y était plus. Parce que Sandra l'avait viré. Mais ça, elle ne l'a pas dit à Richie, n'est-ce pas? Elle a gardé son secret. Richie a toujours été un peu stupide. Le genre d'idiot qui tire avant de poser des questions. Moi, je sais mieux m'y prendre. Il pointe le fusil sur ma poitrine. Qui êtes-vous? Je suis réellement curieuse de le savoir, tant qu'à me faire tuer par ce type. Jack George. J'ai rencontré l'équipe de recherche cet après-midi. Disons que j'ai connu Dave à la grande époque. On a gravi les échelons ensemble. Avant de prendre ma retraite, j'étais son bras droit. Les gangsters ont le droit de prendre leur retraite? Ceux en qui on a confiance, oui. David a eu un tuyau sur la nouvelle vie de Sandra il y a quelques années. À peu près à l'époque où j'ai pris ma retraite. Il m'a demandé de venir m'installer ici, de garder un œil sur sa fille et l'autre sur les opérations à Nehalem. Bakersville est une ville agréable. Et à mon âge, on n'aime pas trop s'ennuyer. Je ne sais pas quoi dire. Ensuite, on a diagnostiqué un cancer à Dave, continue Jack George. Il a décidé de se racheter. Mais Sandra, comme elle se fait appeler, ne s'est jamais laissée fléchir. Elle se croyait peut-être meilleure que son père, mais si tu veux mon avis, le problème c'est qu'ils se ressemblaient trop. Des têtes de pioche tous les deux, inflexibles. Vous étiez au courant pour l'argent? La façon dont elle avait neutralisé son père? Comme j'ai dit, on se connaissait depuis toujours, Dave et moi. Tu essaies de gagner du temps, dit-il. Tu m'étonnes. Jack George s'est immobilisé à 3 mètres de moi. À cette distance, il peut voir que je suis bel et bien au-dessus d'une bouche d'égout et que je tiens quelque chose dans mon poing. Il fait la grimace, l'air hésitant. Derrière lui, je vois mon frère avancer lentement en claudiquant. Il se déplace avec difficulté. On dirait qu'il a les mains attachées dans le dos, ce qui signifie qu'il est à la fois blessé et ligoté. Autrement dit, je suis seule sur ce coup-là, à défier du regard un homme armé d'un fusil. Doug Peirce m'a appelé pour me confier son plan, continue Jack George. Il me regarde intensément, guettant un signe de faiblesse. Il voulait que je file un coup de main à Richie en échange d'une partie de la somme. Mais après toutes ces années, pourquoi me contenter d'une partie de la somme? C'est pas comme si j'avais une retraite dorée. Richie m'a appelé après avoir tué Sandra,
en pleurnichant qu'elle l'avait roulé. Elle avait fait mine de lui donner l'information, alors il l'avait tué. Sauf qu'ensuite, il avait consulté le solde du compte et constaté qu'il était vide. Mais je connaissais Sandra. Elle avait toujours été fine mouche. Si l'argent avait disparu, c'est qu'elle l'avait mis quelque part. Il suffisait de retrouver sa trace. Alors j'ai supprimé mon rival. Vous avez tué Richie et la caissière. Et j'ai pris contact avec ton frère. Je savais que Richie avait fait en sorte qu'il se laisse accuser pour te sauver la vie. Richie lui avait envoyé des photos où tu étais prise pour cible. Il avait laissé une batte de baseball sur son lit. L'idée n'était pas mauvaise. Pourquoi changer une équipe qui gagne? J'ai donné rendez-vous à Telly à la station-service et je lui ai mis le nouveau marché en main. S'il voulait protéger sa petite sœur, il pouvait aussi porter le chapeau pour la mort de Richie. Mieux encore, s'il voulait sauver sa peau à lui, il pouvait retrouver l'argent disparu. Mais on dirait bien que Telly avait appris un ou deux trucs auprès de Sandra. Il a voulu la jouer perso, semer des indices pour la police, cacher la clé USB avec les nouvelles coordonnées bancaires dans ton sac. Le sac d'une fille qui vit, pour ainsi dire, sous protection policière. Mais la famille est une chose puissante, tu crois pas? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour elle? Le vieil homme me sourit. Puis il pointe le fusil sur ma poitrine. À cette distance, il ne risque pas de me rater. Ton frère ne voulait pas me donner ton nom ni ton numéro de téléphone. Mais moi, j'ai été payé pendant des années pour mes talents de persuasion. D'ailleurs, ajoute-t-il, quand j'ai compris que Henry n'avait pas les coordonnées bancaires et Telly non plus, il ne restait plus qu'une seule personne à qui Telly aurait pu confier un tel secret. D'où ce petit rendez-vous avec toi. Fin de partie, ma belle. Donne-moi ce que je veux et tu reverras peut-être ta famille. Jack George me toise. Je prends une profonde inspiration. On y est. Le moment de vérité. Parce que je ne crois pas un mot de ce que me dit ce gangster retraité. À la seconde où je lui aurai donné ce qu'il veut, Telly et moi serons morts. Je m'en doutais depuis le début. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, lui dis-je tout bas. Sûrement pas. Je lève la main gauche et passe la droite dans mon dos. Je n'ai pas la clé USB. Je lui montre ce que j'ai réellement dans la main. Un coupe-ongle en métal que je garde toujours dans mon sac. Souviens-toi de maman. Quoi? J'ai confié la clé à mon chien. C'est vraiment un bon chien. Et intelligent aussi. Au moment où je vous parle, il est en train de donner l'information au shérif. Vous n'aurez pas l'argent. Espèce de petite... Un rugissement étouffé derrière lui. Telly est enfin assez prêt pour passer à l'action, comme j'imaginais qu'il tenterait de le faire. Pas de batte de baseball pour mon frère cette fois-ci. Non, il fonce en titubant vers l'homme, les bras attachés dans le dos, tête baissée pour se transformer en bélier humain. Je ne réfléchis pas, je n'hésite pas. Souviens-toi de maman. Je prends vivement le pistolet au creux de mes reins, l'autre objet que Telly a planqué dans mon sac. Je sais pas tirer, j'ai aucune idée de ce que je fais. Tout comme je savais pas ce que je faisais il y a 8 ans quand j'ai pris la batte des mains de mon frère hébété et que je suis allée au-dessus de ma mère qui reprenait connaissance. La femme qui nous aimait. La femme qui riait, qui chantait, qui dansait avec nous dans la cuisine. La femme qui ne nous avait jamais protégés, même quand mon père battait Telly si violemment que mon grand frère le suppliait de ne pas le tuer. Si elle vivait encore. Ce jour-là, j'ai levé la batte. Aujourd'hui, je pointe le pistolet. Le hurlement acharné de Telly. Le cri de rage de l'homme en écho. Un seul coup de feu résonne dans la nuit. Jack George s'effondre. Et Luca entre au galop dans le parking, suivi de Quincy, Rainey et du reste de la troupe. Quincy a son 22 à la main. C'est lui qui a visé dans le mille, vu que mon pistolet n'a émis qu'un déclic creux. C'est là qu'on voit à quel point je n'y connais rien en armes à feu. Telly avait retiré toutes les balles et je ne me suis aperçue de rien. Je m'en fiche. Je me fiche de tout, sauf de Telly. Je cours vers lui, qui vacille, met un genou à terre. Mon frère. Mon grand frère, si fier, si fort, qui représentait tout pour moi. Je le prends dans mes bras juste au moment où il bascule vers l'avant. Nous tombons tous les deux dans un puits sans fond. Et Telly ne se relève pas.
Épilogue. Autrefois, j'avais une famille. Sandra et Franck ont essayé de faire au mieux pour moi. Mais Sandra était poursuivie par ses propres fantômes. Elle m'a parlé d'eux après la visite de son père, de la dernière soirée qu'elle avait passée dans la maison de son enfance, de sa grande évasion, du fait qu'elle avait emporté avec elle les coordonnées du compte occulte de son père. Pendant 30 ans, cette information lui avait servi de moyen de pression. Il voulait pas que quiconque soit au courant, alors si elle gardait son secret, lui garderait le sien. Mais il y a 1 an, l'existence de ce compte caché avait été rendue publique avec la divulgation de documents financiers détenus par un cabinet d'avocats à l'étranger. Du jour au lendemain, son père avait été balancé aux yeux de ses propres lieutenants. Et certains d'entre eux, notamment Douglas Peirce, surent ce que Sandra avait fait des décennies plus tôt en volant les coordonnées bancaires. Le père de Sandra a tenté de l'avertir qu'à son décès, elle perdrait la protection que sa présence lui offrait encore. Mais elle ne l'a pas cru. Elle a suivi sa petite idée. Le jour de la mort de son père, elle a viré les fonds sur un autre compte afin de créer une fondation en mémoire de sa mère. Une fondation qui aiderait les foyers pour femmes battues de tout le pays. L'ironie de la chose lui plaisait. 20 millions de dollars mal acquis finalement employés au service d'une bonne cause. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que les associés de son père seraient déterminés à mettre eux-mêmes la main sur le magot. Quincy m'a expliqué ça plus tard. Comment le successeur de Martin, Doug Peirce, avait donné mission à son fils de trouver Sandra et le moyen d'accéder au fonds. Comment Richie avait tué Frank et Sandra dans leur lit et tenté de me faire porter le chapeau à moi, l'enfant placé caractériel. Mais ce que Richie ne savait pas, c'était que Jack George, l'ancien bras droit de Martin, avait ses propres projets. Je l'avais même jamais rencontré. Je savais pas qui il était quand il m'a convoqué à la station-service et qu'il m'a tendu l'arme qui avait tué Richie en m'informant que je serais une nouvelle fois le pigeon. Ou que ce serait ma sœur qui paierait. Que pouvais-je faire? J'ai tiré sur la caméra de surveillance, accepté de me sacrifier pour protéger Charla. Ensuite, j'ai essayé de retrouver Jack par moi-même en sachant seulement qu'il était reparti à pied vers le nord. Quand je suis arrivé dans son lotissement et qu'un taré m'a tiré dessus comme à la foire en me hurlant de sortir de son jardin, je me suis pas rendu compte que je touchais au but. J'ai vraiment cru que c'était un cinglé maniaque de sa pelouse. Je me suis enfui et je me suis caché dans la maison d'en face. C'est là que l'équipe de recherche m'a retrouvé et que j'ai été obligé de prendre des mesures que je regretterai toute ma vie. Je n'ai pas menti à Quincy. Je suis vraiment pas très doué avec une carabine. J'ai fait de mon mieux pour ne pas viser le corps, pour simplement leur faire peur. Mais j'ai touché 2 agents. Tous 2 ont survécu, mais ça me fait de nouveaux cris qui me tiennent éveillé la nuit. Et un casier judiciaire plus fourni. Mais on va y venir dans une seconde. À partir de là, Jack a dû se dire que la voie était libre. La police me courait après, ça lui laissait tout son temps pour mener à bien la mission que Richie n'avait pas su remplir. Trouver les 20 millions. Il est donc retourné chez Frank et Sandra ce soir-là. Problème, la police y était déjà. Il a essayé de leur faire peur à coups de fusil, mais il s'est retrouvé sous mes propres balles. Alors il est passé au plan B. Retrouver Henry, qui devait certainement connaître le secret de sa mère. Sauf que Henry n'était pas revenu chez lui depuis un bon moment. Sandra n'avait pas encore eu l'occasion de lui confier quoi que ce soit. Henry a pris une balle dans le flanc, censé l'encourager à parler. Comprenant que la prochaine risquait d'être dans le genou, il a bluffé comme il a pu. Bien sûr, les 20 millions, il était au courant. Il suffisait qu'il rentre chez lui. Et c'est là qu'il m'a retrouvé. Que Jack m'a blessé à mon tour à l'épaule gauche. Et que j'ai joué mon propre coup de bluff. Une tentative de la dernière chance, à vrai dire. En forêt, cet après-midi-là, ne sachant pas quoi faire du pistolet que le vieux m'avait donné, je l'avais mis dans le sac de Charla, après en avoir retiré les balles et le percuteur. Je ne voulais pas que cette arme puisse être dangereuse pour elle. Mais je me suis aussi servi de son poids pour cacher mon secret le plus important. La clé USB de Sandra, qui contenait les coordonnées bancaires du nouveau compte. Je me disais que Charla finirait bien par la trouver et la remettre à la police. S'ils avaient les coordonnées de l'ancien compte et qu'ils comprenaient ce que Sandra avait fait 30 ans plus tôt, ça les conduirait à Jack George et aux derniers événements. Cela dit, je voulais pas qu'ils trouvent George trop rapidement. En cachant la clé plutôt qu'en la donnant ouvertement,
Je me donnais le temps de le localiser en premier. Je pensais réellement ce que j'avais dit à Charla. Après ce qu'il avait fait à ma famille, il me restait une personne à tuer. Sandra savait-elle qu'on viendrait encore s'en prendre à elle après toutes ces années? Se doutait-elle que ça ne pouvait pas être si facile? Que tout se paie dans la vie, ou que tout simplement, plus on fuit le passé, plus il nous rattrape? Sandra s'était servie de l'ordinateur familial pour créer sa fondation et virer l'argent. Ensuite, elle avait copié toutes les informations sur une clé USB avant de les effacer du disque dur. Elle ne voulait pas que Henry découvre quoi que ce soit avant qu'elle ait eu l'occasion de lui en parler. C'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. Personnellement, je pense qu'elle avait tellement l'habitude des secrets qu'elle était incapable d'envisager autrement sa relation avec l'argent. Quand j'ai découvert leur corps au petit matin, j'ai cherché la clé USB planquée dans la reliure d'un de ses livres de cuisine. Je savais pas ce que j'en ferais. Mais si Sandra avait l'habitude d'avoir des secrets, moi j'avais l'habitude de les protéger. Plus tard, quand j'ai rencontré Charla dans les bois, je me suis rendu compte que c'était le meilleur moment pour donner cet indice. Si le pistolet et la photo ne lançaient pas les parents de Charla sur la bonne piste, la clé USB devait le faire. Plus tard, blessé, gisant devant la maison de mes parents avec Jack au-dessus de moi, prêt à finir le boulot, j'ai compris qu'il ne me restait qu'un dernier espoir. Me tourner vers la sœur que je m'étais efforcé de protéger, en espérant que ses parents se montreraient à la hauteur de leur réputation et la protégeraient à leur tour. J'ai pas pensé que Charla viendrait réellement toute seule, ni qu'elle prendrait le pistolet désormais inoffensif. Quand je lui ai dit de se souvenir de maman, c'était pour lui demander de me laisser me faire accuser. Mais Charla avait ses propres souvenirs, plus que je ne le croyais. C'était elle qui avait porté le coup fatal ce soir-là. Avant que je lui reprenne la batte et que dans mon chagrin et ma colère je ne frappe cette sœur que j'aimais autant que notre mère, je vous le jure. Sauf que notre mère... Je sais pas, il y a des relations, des formes d'amour que je ne saurais pas expliquer. Je lui aurais pas fait de mal cette nuit-là. J'aurais appelé une ambulance. Je l'aurais sauvée. Et Charla et moi en avons discuté depuis. Elle se serait maquée avec le premier connard toxico venu et on se serait probablement retrouvés à la case départ. Mais c'était notre mère. Et comme je l'ai dit à Sandra, je me souviens encore de ces moments où elle était heureuse. Cette maman-là me manque. Je la regrette tous les jours. Et ma petite sœur, elle m'a sauvée, encore une fois. Elle avait une nouvelle famille et elle a mis ses membres à contribution. Elle a envoyé son super chien en mission avec la clé USB et un message à sa mère pour lui dire exactement où elle allait et l'aide dont elle aurait besoin. En famille, il faut se faire confiance, m'a dit Charla. C'est comme ça que la cavalerie a rappliqué. Rainey Connor, Quincy, jusqu'au shérif, ils sont venus à la rescousse. En famille, on s'entraide, m'a dit Charla. C'est pour ça qu'elle a marché en pleine nuit jusqu'à une bibliothèque déserte et qu'elle a affronté un détraqué, juste pour moi. Charla, Rainey et Quincy m'ont tous rendu visite à l'hôpital. Quincy a même contacté ma conseillère de probation, Ali. Comme c'était elle aussi qui suivait mon dossier de placement, elle tenait mon avenir judiciaire entre ses mains. Je n'ai pas assassiné Frank et Sandra. Je n'ai tué personne à la station-service. Mais c'est vrai que j'ai tiré sur une équipe lancée à mes trousses. Et que même si je l'ai pas fait exprès, j'ai blessé un agent des forces spéciales et une bénévole. Parmi les chefs d'inculpation, tentative de meurtre, agression et mise en danger de la vie d'autrui avec une arme à feu. Que des crimes. Devant un tribunal pour adultes, je serais passible de 15 ans de prison. Mais en tant que mineur de 17 ans, je devrais pouvoir passer devant un juge pour enfants, faire ma peine en centre fermé et ensuite être soumis à des années de probation, de travaux d'intérêt général et de suivi thérapeutique obligatoire. Curieusement, c'est Henry qui a pris ma défense. Il a écrit à Ali pour lui dire combien ses parents croyaient en moi. Frank et Sandra voulaient m'aider à remettre ma vie sur de bons rails. Voir tous ces efforts gâchés parce que j'avais été rattrapée par un drame en lien avec le passé de Sandra. Henry s'est remis le premier de sa blessure et ensuite il a passé un peu de temps avec moi dans ma chambre d'hôpital. Je lui ai dit ce que je savais de sa mère, de ce qu'elle avait fait quand elle était jeune. Aujourd'hui, il sait plus où donner de la tête en tant que seul héritier et directeur de leur fondation de 20 millions de dollars. Il m'a proposé un emploi, mais le cœur n'y était pas vraiment et nous le savions tous les deux. Nous avons essayé de nous entendre en souvenir de Sandra, mais à part ses parents, nous n'avons pas grand-chose en commun. Nous ne sommes pas une famille. Juste deux personnes qui aimaient Frank et Sandra Duval. Leur enterrement.
Vous auriez dû voir le nombre de gens qui sont venus. Rien que les élèves de Franck. Il aurait été fier. Immensément fier. Ali m'a proposé de m'accueillir chez elle temporairement. Elle a fait en sorte que je sois jugée devant un tribunal pour enfants. Le procès doit avoir lieu dans quelques mois. Quincy l'a aidé. Il a témoigné par écrit du fait que je lui avais sauvé la vie. Dans le débat entre héros et zéro, ça va désormais être à un juge de trancher. En attendant, je vais à mes entretiens avec le psychologue. Je fais ma partie du boulot, comme le dit Ali. Parce que la vie est faite de choix et de conséquences, et qu'il faut que j'apprenne à faire de meilleurs choix si je veux obtenir de meilleures conséquences. J'ai envie d'entrer dans une école de cuisine. Je veux faire connaître le poulet à la parmesane de Sandra au monde entier parce que quand je suis en cuisine, je la sens à côté de moi et que ça me fait du bien. J'ai envie d'aider d'autres jeunes en difficulté à s'en sortir. Si j'avais mon propre restaurant, je pourrais leur proposer des boulots de serveur, de plongeur. Je pourrais leur transmettre mon savoir parce que quand je tends la main à quelqu'un, je sens Franck à côté de moi et que ça me fait du bien. J'ai envie de réapprendre à connaître ma sœur, de passer du temps avec elle et avec sa famille. Parce que quand elle me sourit, je me souviens plus du dernier soir. Je me souviens des Cheerios et de Clifford le gros chien rouge. Je me sens fier et fort, un vrai grand frère, et ça me fait du bien. Je veux faire mieux. Je veux être meilleur. Autrefois, j'avais une famille. Et avec un peu de travail et d'effort, un jour, j'aurai une famille. Ma famille.